Elle a ri. Bien sûr que je parle à d'autres mecs. Je ne vais pas me limiter alors que tu n'es même pas ma meilleure option. Alors, je me suis levé, j'ai pris ma veste et je suis parti. Maintenant, elle est seule, au chômage, et raconte à tout le monde que c'était juste une blague. Salut à tous, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. L'odeur d'ail et de romarin du poulet rôti emplissait notre appartement, une odeur que j'avais toujours associée au bien-être. J'étais rentré tôt, j'avais rangé le salon et même mis la bouteille de Sancerre qu'elle aimait au frigo. C'était un mardi, mais les mardis peuvent être spéciaux si on le décide. Chloé était stressée ces derniers temps. Son nouveau poste dans le marketing était une vraie cocotte minute, et je m'étais dit qu'un retour en douceur à la maison lui ferait du bien. J'étais en train d'égoutter les pâtes quand j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure. Je suis là, ai-je lancé. Elle a laissé tomber son sac près de la porte avec un bruit sourd. Mon Dieu, quelle journée. Mon patron est un véritable démon né dans une feuille de calcul Excel. J'espère qu'il est bien assaisonné, au moins, ai-je dit en désignant le poulet du menton. Le dîner est presque prêt. J'ai pris le Sancerre que tu aimes. Elle m'a offert un sourire fatigué qui n'a pas atteint ses yeux. Tu es un saint, Alex. Vraiment. Elle s'est affalée sur un tabouret près de l'îlot de cuisine, se plongeant immédiatement dans son téléphone. La lumière bleue baignait son visage, soulignant sa fatigue. C'était notre rythme. J'étais son ancre, elle était le cerf-volant. J'aimais être l'ancre. J'aimais construire un foyer pour nous. Un lieu de calme et de constance au milieu du chaos de son monde. Je me souviens avoir manqué le week-end d'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami pour l'aider à peindre ce même appartement. Mes vêtements étaient tachetés de gris, brume du matin. Elle m'avait embrassé sur la joue et avait dit, c'est notre chez nous. On construit quelque chose de vrai. Je l'avais cru. Nous avons mangé et la conversation était légère. Elle s'est plainte de son travail. J'ai écouté. Je lui ai parlé du nouveau logiciel de gestion de projet que mon entreprise adoptait. Elle a écouté d'une oreille. C'était normal. C'était nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Son téléphone, posé face vers le haut à côté de son assiette, a vibré. Puis a vibré encore et encore. Une rafale de notifications qui l'a fait baisser les yeux. Une lueur de quelque chose. Une sorte de vigilance a traversé son visage. Populaire ce soir, ai-je demandé en prenant une gorgée d'eau. C'est juste le groupe de discussion du boulot. C'est un cauchemar, a-t-elle dit sans lever les yeux de son assiette. Quelques minutes plus tard, il a vibré à nouveau, cette fois avec un trio de notes mélodiques que je ne reconnaissais pas. Une bannière de notification a glissé en haut de l'écran. Je n'essayais pas de fouiner, mais mes yeux, en passant de son visage à la salière, l'ont intercepté. Antoine, alors, quand est-ce que je peux voir ce sourire en vrai? Les mots flottaient dans l'air, pixelisés et ignobles. Le monde n'a pas ralenti. Il est juste devenu très, très net. Le son de mon couteau contre l'assiette était assourdissant. Chloé, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. J'ai tendu la main et j'ai tapoté l'écran de son téléphone. C'est quoi, ça? Elle a baissé les yeux. J'ai observé le balai des émotions sur son visage. D'abord la surprise, puis non, pas de la culpabilité. Jamais de culpabilité. C'était de l'agacement. Elle a claqué la langue, ramassant le téléphone comme si je l'avais dérangé. Mon Dieu, Alex, ne sois pas flippant à lire mes notifications. Je n'ai pas eu besoin de la lire. C'est écrit en toutes lettres. Ça vient de Hinge. Le mot semblait étranger et toxique dans ma bouche. Depuis quand es-tu sur Hinge? Elle a soupiré, un son théâtral et exaspéré. Elle a posé le téléphone face contre table, mais n'a fait aucun geste pour s'expliquer. Elle m'a juste regardé, un défi dans les yeux. La bulle de confort domestique dans laquelle nous étions venait d'éclater, et l'air froid d'une autre réalité s'engouffrait. Je pensais qu'on était exclusifs, ai-je dit, la phrase me semblant stupide et naïve à la seconde où elle a quitté mes lèvres. Je ne suis sur aucune application. Je ne parle à personne d'autre. Et puis elle a ri. Ce n'était pas un rire joyeux ou nerveux. C'était un souffle d'air bref et méprisant, condescendant et tranchant comme une lame de rasoir. Le genre de rire qu'on adresserait à un enfant qui vient de demander si la magie existe. Eh bien, c'est ton choix, n'est-ce pas,
a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une suffisance qui m'a retourné l'estomac. Bien sûr que je parle à d'autres mecs. Je dois garder mes options ouvertes. Je l'ai juste fixé, mon esprit incapable de traiter cette cruauté désinvolte. Elle s'est penchée en avant, ses yeux pétillants d'un sentiment de supériorité. Écoute, c'est juste le monde moderne, Alex. C'est naïf de ne pas le faire. Je ne vais pas me limiter alors que tu n'es même pas ma meilleure option. Les mots n'ont pas atterri comme un coup de poing, mais comme le scalpel d'un chirurgien. Précis et dévastateur. Même pas ma meilleure option. Les repas préparés, l'appartement peint, les réconforts tard dans la nuit, l'avenir planifié. Tout s'est effondré en poussière sous le poids de cette seule phrase. Elle a continué à parler, sa voix calme et didactique, comme si elle expliquait un concept simple à un élève lent. Il s'agit de maximiser le bonheur. Tu es confortable. Tu es une valeur sûre. Mais j'attends l'extraordinaire. Pourquoi est-ce que je mettrais tous mes œufs dans le même panier, surtout quand ce n'est qu'un panier ordinaire? Chaque mot était une nouvelle torsion du couteau. Elle n'était ni en colère ni sur la défensive. Elle énonçait ce qu'elle considérait comme une évidence. J'étais une solution d'attente, une étape pratique et confortable sur son chemin vers quelque chose de mieux. J'ai regardé la femme que j'avais aimée, la femme avec qui j'avais construit une vie, et j'ai vu une étrangère. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé net, et un calme profond et glacial m'a envahi. L'émotion a disparu de mon visage. La confusion, la douleur, la trahison, tout s'est simplement éteint. J'ai posé ma serviette soigneusement sur la table. Et je me suis levé. Les pieds en bois de ma chaise ont légèrement raclé le parquet. Un son banal dans le sillage du silence nucléaire qui s'était installé entre nous. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux étaient fixés sur un point au-delà de sa tête, sur le mur gris, brume du matin, que nous avions peint ensemble. Il semblait différent maintenant. La couleur de la cendre. Où est-ce que tu vas? La voix de Chloé était un mélange d'agacement et d'incrédulité. Ne sois pas si dramatique. On est juste en train de discuter. Ces mots étaient des bruits minuscules et insignifiants. Ils ont rebondi sur la nouvelle coquille froide qui s'était formée autour de moi. Je suis sorti de la cuisine, mais pas mesuré et sûr, non pas en fuyant, mais en avançant. J'ai traversé le petit couloir jusqu'au placard à manteau. Mes mouvements étaient automatiques. J'ai tendu la main et j'ai sorti ma veste. Un simple blouson en cuir usé dont elle avait toujours dit qu'il me donnait un air fiable. Je l'ai entendu repousser son tabouret. Alex, allez. Arrête ça. Tu surréagis. J'ai glissé un bras dans une manche, puis l'autre. Le poids familier du cuir s'est posé sur mes épaules. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, passant devant l'entrée de la cuisine. Elle était debout maintenant, les bras croisés, son expression passant de l'irritation à une lueur de confusion. Le scénario ne se déroulait pas comme prévu. J'étais censé crier, pleurer ou la supplier de me donner une explication. Mon silence était une variable que son calcul ne pouvait pas prendre en compte. J'ai attrapé la poignée de la porte. Alex, sa voix s'est faite plus sèche. Nous n'avons pas fini de parler. Ma main s'est arrêtée sur le métal froid. J'ai tourné la tête juste assez pour la voir du coin de l'œil. Je n'ai pas croisé son regard. Non, ai-je dit, ma voix plate, dépourvue du tremblement qu'elle devait attendre. C'était le ton qu'on utiliserait pour donner l'heure. Notre discussion est terminée. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir frais de notre immeuble. J'ai refermé la porte derrière moi. Pas de claquement, pas de ponctuation dramatique finale. Juste le clic doux et précis du pen qui s'enclenche. C'était le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai descendu les 3 étages à pied, mais pas résonnant dans la cage d'escalier en béton. Mon esprit ne s'emballait pas. Il était vide. Un tableau blanc immaculé, effacé de l'avenir que nous y avions dessiné. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je partais. 20 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking vivement éclairé d'un grand supermarché ouvert tard le soir. Les lumières fluorescentes étaient aseptisées, blanchissant le monde de toutes couleurs et émotions. Je suis entré, les portes automatiques s'ouvrant dans un sifflement. J'ai pris un panier. J'ai parcouru les allées avec une concentration détachée. Brosse à dents,
dentifrice, un chargeur de téléphone car le mien était encore branché au mur à côté du lit où je ne dormirais plus jamais. Un paquet de caleçons, un simple t-shirt uni, du déodorant. C'était comme assembler un kit de survie pour un voyage que je n'avais jamais prévu de faire. Chaque article était une brique dans le mur entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. À la caisse, la caissière m'a adressé un sourire fatigué. « Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ?»« Oui, merci », ai-je répondu. Ma voix semblait normale. C'était la chose la plus bizarre de toutes. J'ai conduit jusqu'au premier hôtel de chaîne que j'ai vu près de l'autoroute. Le hall était calme, beige et anonyme. Un jeune homme à la réception a levé les yeux. « Je peux vous aider ? Une chambre pour une personne, pour une nuit. Grand lit ou 2 lits jumeaux ? Grand lit, c'est très bien. » La transaction a été rapide. Impersonnelle. J'ai payé avec ma carte. Ma carte, pas le compte joint que nous utilisions pour les courses. Ma carte de chambre était un carré de plastique léger qui me donnait accès à un espace temporaire et neutre. Chambre 214. La chambre était exactement ce dont j'avais besoin, dépourvu d'histoire. Mur beige, un paysage générique en guise de tableau, un bureau, un lit. J'ai posé mon sac de supermarché sur le bureau. J'ai enlevé ma veste et je l'ai suspendue dans le placard vide. Je me suis assis sur le bord du lit. Le silence était absolu. Et dans ce silence, la douleur est arrivée. Mais ce n'était pas une douleur aiguë et hurlante. C'était une douleur sourde et profonde de dissolution. Le « nous » que j'avais connu, l'avenir que j'avais méticuleusement construit dans mon esprit. La maison, les enfants, le vieillissement ensemble, tout ça ne s'était pas seulement terminé. Il venait de se révéler être une fiction. Je n'avais pas perdu une partenaire. J'avais perdu le personnage que je pensais qu'elle jouait dans ma vie. La trahison concernait moins le fait qu'elle parlait à d'autres hommes que l'anéantissement de ma réalité. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assis là, dans la chambre calme et stérile, et j'ai laissé la nouvelle vérité s'installer. Je n'étais l'encre de personne. J'étais juste un homme dans une chambre d'hôtel. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était noir. Aucune notification d'elle. Pas encore. Elle était probablement encore dans notre appartement, agacée, pensant que j'allais me calmer et revenir, prêt à accepter ma place de panier ordinaire. J'ai d'abord ouvert mon application bancaire. J'ai navigué jusqu'au compte épargne joint, celui que nous avions intitulé « Avenir ». En quelques clics, j'ai viré exactement 50% du solde sur mon compte personnel. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était de la simple arithmétique. Notre avenir commun était un dénominateur de 0. Ensuite, j'ai ouvert mes réseaux sociaux. Je n'ai pas fait défiler. Je suis allé directement sur son profil et j'ai cliqué sur « Bloquer ». Puis je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué son numéro. Le processus était clinique, comme l'ablation d'une tumeur maligne. J'ai branché le nouveau chargeur. Je me suis brossé les dents avec la nouvelle brosse à dents au-dessus du lavabo de la salle de bain, en me regardant dans le miroir. L'homme qui me regardait était pâle, mais ses yeux étaient clairs. C'était un homme qui venait de tourner le dos à un mensonge. Je me suis allongé sur le grand lit, en plein milieu, m'appropriant l'espace. Le silence n'était plus oppressant. Il était à moi. C'était le son d'une histoire qui se terminait et la page blanche de la suivante, attendant d'être écrite. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai pris une profonde inspiration. Le silence a duré 14 jours. Ce n'était pas un silence vide. Il était productif. J'ai loué un petit meublé de l'autre côté de la ville. J'ai déballé mon kit de survie du supermarché et les 2 valises que j'avais récupérées de l'ancien appartement à un moment soigneusement choisi où je savais que Chloé serait au travail. L'endroit était une page blanche. Des murs beiges, une cuisine fonctionnelle, une vue sur un mur de briques. C'était parfait. C'était à moi. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. J'ai recommencé à courir. Le martèlement rythmique de mes pieds sur le bitume, une méditation qui a chassé les dernières interférences de ma tête. La douleur s'était apaisée, remplacée par un bourdonnement régulier et sourd de clarté. Je reconstruisais le moteur de ma vie, et je le faisais avec mes propres outils, selon mes propres plans. Puis, un mardi soir, un anniversaire morbide, mon téléphone, face contre la table basse, a vibré. Pas un appel, un SMS.
J'ai fini le paragraphe du livre que je lisais, j'ai marqué ma page, puis j'ai pris le téléphone. Chloé, nouveau numéro, tu m'ignores vraiment encore? C'était une blague, tu sais. Tu prends tout tellement au sérieux. J'ai lu les mots. Une blague. Le rire condescendant, la dissection clinique de mes insuffisances, la démolition nucléaire de notre relation, tout ça recadré comme une chute que j'étais trop stupide pour comprendre. Il n'y avait pas d'excuse, seulement l'agacement que je perturbe son récit en refusant de jouer mon rôle. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni justification. C'était comme lire le bulletin météo d'un pays que je ne visiterai jamais. Je n'ai pas bloqué le nouveau numéro. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement reposé le téléphone sur la table et je suis retourné à mon livre. Le message était un fossile, la preuve d'une créature qui n'existait plus dans mon écosystème. Une semaine plus tard, mon ami Marc a appelé. Marc était un ami commun, mais sa loyauté avait toujours été d'abord envers la vérité. « Mec, t'es vivant ?» a-t-il demandé, sa voix prudente. « Je vais bien, Marc. »« Vraiment. »« Ok, parce que... » J'entends des trucs de la part de Chloé. Je suis resté silencieux, le laissant combler le vide. Elle raconte à tout le monde que tu as pété les plombs. Que tu l'as ghosté pour une blague mal comprise. Elle se pose en victime, et pas qu'un peu. J'en suis sûr, ai-je dit, ma voix neutre. Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas, a sondé Marc doucement. L'histoire est terminée, Marc. Je suis passé à un nouveau livre. Il est resté silencieux un instant. Eh bien, l'intrigue de son nouveau livre ne se passe pas très bien. Elle s'est fait virer. Je n'ai rien dit. Ouais, a continué Marc, sentant mon manque de surprise. Apparemment, elle s'est complètement plantée lors d'une grosse présentation client. Elle n'était pas préparée, elle s'est laissée déstabiliser par leurs questions et a juste craqué. Son patron a dit que c'était un manque de professionnalisme et que ça témoignait d'un manque fondamental de rigueur. Dur. J'ai regardé par la fenêtre mon mur de briques. Je me suis souvenu des innombrables nuits où j'étais resté assis avec elle à notre table de cuisine, à éplucher ses diaporamas. Je jouais l'avocat du diable, posant les questions difficiles qu'elle n'avait jamais envisagées. Je calmais ses angoisses avant les présentations, la faisant redescendre des sommets d'anxiété qu'elle se construisait. Je relisais chaque email important, chaque rapport, attrapant les erreurs subtiles qui pouvaient faire dérailler une image professionnelle. J'avais été son correcteur, son coach, son gilet pare-balles émotionnel. Je pensais être un bon partenaire. Je n'avais jamais réalisé que j'étais son personnel de soutien critique et non rémunéré. Elle n'a pas supporté la pression sans toi, mec, a dit Marc, faisant écho à mes pensées. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus son filet de sécurité habituel. Je suppose que c'était toi. Je suppose que oui, ai-je dit. La phrase était une simple épitaphe factuelle pour une fonction que je n'avais jamais su m'être attribuée. Après avoir raccroché avec Marc, les SMS ont commencé pour de bon. Le ton agacé et dédaigneux avait disparu, remplacé par une marée montante de panique. Chloé, nouveau numéro, je suis désolé. C'était une chose stupide à dire. J'étais stressé. Tu as toujours été ma meilleure option. J'avais juste peur. L'hypocrisie était à couper le souffle. Tu as toujours été ma meilleure option. Les mots étaient une réfutation directe de sa déclaration cruelle et claire dans la cuisine. Elle ne s'excusait pas pour ses actions. Elle s'excusait pour les conséquences. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un autre message. Celui-ci n'avait aucune prétention de réconciliation émotionnelle. C'était un appel à l'aide nue pour l'utilité que je fournissais. Chloé, nouveau numéro, ils m'ont viré. Je ne peux pas payer le loyer. J'ai besoin de toi. 3 phrases qui mettaient à nu tout son système de valeurs. Je ne lui manquais pas. C'était la stabilité, la contribution financière, le labeur émotionnel qui lui manquait. Elle était une PDG dont toute l'infrastructure s'était effondrée après avoir licencié son employé le plus dévoué. J'ai lu le message en laçant mes chaussures de course. J'ai terminé le double nœud, je me suis levé et je suis parti courir. Son désespoir n'était pas mon fardeau. Son loyer n'était pas mon problème. Le panier ordinaire avait roulé plus loin, et elle réalisait enfin qu'il contenait tous ses œufs. 3 mois jour pour jour après mon départ, j'étais assis dans un coin du « Grain quotidien », un café que j'avais fini par considérer comme mon bureau.
L'odeur des grains torréfiés et le doux murmure des conversations étaient un baume. Je dessinais les plans d'un bureau sur mesure sur une serviette en papier, un projet personnel qui commençait à ressembler à une nouvelle voie professionnelle. La paix était durement gagnée et absolue. Une ombre est tombée sur ma table. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. L'énergie était une vibration frénétique et discordante contre mon calme. Alex. J'ai terminé une ligne de mon croquis et j'ai lentement posé mon crayon. J'ai levé les yeux. Chloé se tenait là, serrant la lanière de son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle paraissait diminuer. La confiance vive et soignée qu'elle avait toujours arborée avait disparu, remplacée par un épuisement effiloché. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle ne portait pas de maquillage. Elle ressemblait à une étrangère portant la peau de Chloé. « Je peux m'asseoir » a-t-elle demandé, sa voix faible. J'ai fait un léger signe de tête indifférent vers la chaise vide. Elle s'y est glissée, ses mouvements saccadés. Elle n'a pas parlé pendant un moment, me fixant juste comme si j'étais un fantôme. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé » a-t-elle finalement murmuré, ses yeux s'emplissant de larmes bien orchestrées. « J'ai perdu mon travail. Je suis sur le point de perdre l'appartement. Tout le monde pense que je suis une blague. » Je n'ai rien dit. J'ai pris une gorgée de mon café, lente et délibérée. Le silence s'est étiré, mince et tendu, la forçant à le combler. « Tu ne vas rien dire » a-t-elle demandé, sa voix se brisant. « Je suis désolé. C'était juste une blague. Tu étais censé être le mec gentil. Ce n'est pas toi. » Le masque glissait. Le désespoir se transformait en colère parce que ses outils habituels, les larmes, les accusations, la réécriture de l'histoire ne fonctionnaient pas. J'étais une console qui ne répondait plus. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti un dernier déclic silencieux au fond de moi, comme le dernier peine d'une serrure qui se met en place. Il n'y avait ni haine, ni ressentiment. Il n'y avait rien du tout. « Tu avais raison » ai-je dit, ma voix égale et calme, dépourvue de toute émotion qu'elle essayait de provoquer. Elle a cligné des yeux, confuse. « Quoi ? Ce soir-là. Tu avais absolument raison. » J'ai soutenu son regard. Je n'étais pas ta meilleure option. Je le vois maintenant. Une lueur d'espoir s'est allumée dans ses yeux. Elle a pris mon calme pour une capitulation. Alors, tu comprends ? C'était une erreur. Je l'ai coupé, non pas avec colère, mais avec la douce finalité d'un juge rendant un verdict. Et tu sais quoi ? C'est la leçon la plus précieuse que quelqu'un m'ait jamais donnée. J'ai pris une autre gorgée de mon café, l'image même du calme décontracté. Alors, merci, ai-je continué, un léger sourire sincère touchant mes lèvres pour la première fois. Parce que grâce à ça, j'ai trouvé une bien meilleure option, moi-même. L'espoir dans ses yeux s'est éteint, remplacé par une compréhension naissante et horrifiée. Et ma nouvelle vie, ai-je dit, mon ton devenant plus doux mais totalement inflexible, n'a pas de place pour toi. Ce n'est pas personnel. Tu n'es juste pas une bonne option. Le miroir que je lui tendais était sans défaut. J'avais reflété sa propre logique, sa propre vision transactionnelle du monde. Elle était confrontée à la vérité incontestable de ses propres mots, et il n'y avait aucun argument qu'elle pouvait avancer sans se condamner elle-même. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La colère, les supplications, les manipulations, tout s'est flétri face à mon indifférence absolue et inébranlable. Elle était une commerciale venue présenter un produit que j'avais déjà testé, trouvé défectueux, et jeté. Je me suis levé, j'ai plié ma serviette et je l'ai glissée dans ma poche. J'ai pris ma tasse de café et ma veste. Bonne chance pour tout, ai-je dit. Ce n'était pas un vœu pour sa réussite ou son échec. C'était une déclaration d'insignifiance, la même chose qu'on dirait à un inconnu dans le bus. Je suis sorti du café, la clochette de la porte tintant doucement derrière moi. Le soleil était chaud sur mon visage. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais qu'elle était toujours assise là, piégée dans les décombres de choix dont elle avait été si suffisante. Comprenant enfin que la seule chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer par la manipulation était quelqu'un qui, simplement et complètement, était passé à autre chose. J'étais libre, et son silence en était la preuve.